intitulé Afrotopia. Afrotopia, c'est un rêve qui est accompagné avec des actions. Donc ce n'est pas un rêve comme une utopie, mais c'est un rêve qui est là, qui est accompagné des actions pour créer une Afrique nouvelle. Et la fois passée, on a parlé d'un chapitre dans ce livre. Le chapitre était intitulé « Pensée Afrique ». Non, pas première partie, c'est nous qui avions intitulé première partie, mais lui-même a intitulé le chapitre « Pensée Afrique ». Et comme nous avons fait la première partie de l'émission la fois passée, aujourd'hui, nous faisons la deuxième partie d'un autre chapitre. Alors, cette émission est intitulée « Pensée Afrique, deuxième partie ». Et comme révision de ce que nous avons fait la fois passée, nous devons vous dire que Faluin constate, après avoir fait une critique du tableau africain, de ce qui se passe dans le continent, de ce que les penseurs pensent et suggèrent pour l'Afrique, il a trouvé que les Africains sont toujours absents dans cette réflexion. Et lui, il invite maintenant les Africains à faire une réflexion pour qu'ils participent au devenir de l'Afrique. Ils ne doivent pas seulement subir les actions, mais ils doivent aussi participer à la création de cette Afrique meilleure que nous souhaitons tant. Donc, il nous invite, pour cette raison, à quitter les sentiers battus pour créer notre propre développement, créer notre propre réflexion. Voilà à quoi Faluin nous invite. Et aujourd'hui, nous allons parler de ce même livre où il nous propose de nager ou de marcher contre la marée. Selon lui, l'Afrique a été pensée par les autres. Maintenant, il faut que nous pensions l'Afrique. Et pour penser cette Afrique, nous devons marcher contre la marée. Nous devons marcher contre la marée. C'est ce qu'il appelle, pour lui, l'Afrique doit avoir ce qu'il appelle une pensée souveraine. Nous devons avoir une pensée souveraine qui ne dépend pas d'autres penseurs dans le monde. Et pour présenter cette émission, je ne suis pas seul, j'ai mon invité Alassane. Alassane, bonjour. Bonjour. Je pense qu'aujourd'hui, avec nos téléspectateurs, nous allons passer un bon moment de réflexion, de discussion sur les idées de notre philosophe Faluin Sarr, qui est un penseur africain sénégalais. Alors, Faluin nous a demandé de marcher contre-courant, où l'Afrique doit penser contre-courant. C'est-à-dire, l'histoire s'est montrée telle qu'elle est. L'histoire nous a mis en contact avec l'Europe, et cette Europe, ou disons mieux l'Occident, a pensé, a suggéré le devenir africain. Maintenant, lui, il dit, cette pensée, ce concept que nous avons de l'Occident n'arrive pas à répondre adéquatement à nos problèmes. Et pour cette raison, il faut que l'Africain lui-même commence à penser. Et des fois, il faut penser contre marée. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-il possible que l'Africain pense contre marée et réussir en ce moment? Oh, merci de m'avoir donné encore une fois l'opportunité de discuter de ces concepts qui ont été imposés à l'Afrique pour mesurer son développement. Bon, je dirais, mais relativement, avec une relative faiblesse, que contre la marée,
Bon, pour moi, ça ne veut pas forcément dire qu'il faut rejeter tout ce qui vient de l'Occident. Bon, parce que dans les différents modèles dont Felwins a fait mention dans son livre Contre la marée, c'est des indicateurs de développement qu'on a hérité des institutions, enfin, plus précisément qui viennent de l'Occident pour mesurer notre développement, comme l'émergence, l'objectif l'objectif du millénaire pour le développement de tels concepts et l'indice humain de développement. C'est des concepts qui nous ont été imposés, qui ont été imposés à l'Afrique, que l'on utilise pour mesurer le développement socio-économique de l'Afrique. Mais en fait, ces indicateurs n'arrivent pas à capter tous les éléments. Il y a certains aspects culturels qui n'ont pas été pris en compte dans l'élaboration même de ces concepts, si bien que ça ne reflète pas exactement notre attente par rapport au développement. Donc, je dirais que, bon, en fait, il est bon pour l'Afrique d'accepter ce qui vient de l'Occident, mais de donner une nouvelle dynamique, d'impulser une nouvelle dynamique à ce qui vient de l'Afrique. Ne pas rester dans le copier-coller, comme on le dit. Et copier-coller, bon, tendance à prendre tout ce qui vient de l'Occident et puis vouloir l'appliquer de façon brute. Et bon, c'est comme il a dit, il faut redonner quand même une certaine dynamique à ces concepts-là, de telle sorte que ça reflète exactement les réalités culturelles, spirituelles même de l'Afrique. Bon, je sais que bon, on aura l'occasion de donner beaucoup plus de détails par rapport à ça. Mais bon, en grosso modo, recevoir ces éléments-là, leur donner une nouvelle dynamique, une nouvelle direction, de telle sorte que ça reflète exactement nos réalités en place. Ok, je suis content que tu aies soulevé le problème de ces indices qui servent à mesurer le développement de l'Afrique. Et vous avez bien donné la raison pour laquelle SAR a rejeté ces indicateurs, parce qu'il n'arrive pas à capturer toute l'essence de la vie en Afrique. Alors, ça ne sert à rien de s'en servir, selon lui. Donc, il faut repenser les choses. Mais ça va un peu plus loin. Et c'est là où moi je me pose la question. Est-il possible que cela soit réalisé actuellement? Parce que lui, il dit, il faut même se départir, n'est-ce pas, des termes ou des catégories telles que développement, émergence. Parce que ces développements, ces concepts de développement, émergence et bien d'autres sont des catégories de la cosmologie européenne, ou du moins occidentale. Et lorsque on nous impose cela comme des valeurs absolues, alors ça nous étouffe. Donc il faut s'en débarrasser. Et ma question est celle-ci. Est-ce que c'est possible pour le moment? Vous avez parlé de peut-être accepter ces idées, mais il faut leur donner une nouvelle orientation. Merci beaucoup pour cela. Est-ce qu'on peut aussi faire de même avec ces concepts dont il tend à rejeter? Oui, bon, en fait, pour ce qui est de notion de développement, bon, d'émergence, bon, en fait, moi, je vois beaucoup plus que ces concepts ont été utilisés pour classer les différents pays. Et en fonction de ça, bon, dire que non, voilà, ça permet de déterminer leur niveau de développement, le bien-être de leur population. Bon, en fait, et je me rappelle qu'au cours, dans un passage, M. Felwins a remarqué que, bon, en fait, on ne doit pas, il n'y a pas de course pour le développement. Et je me réfère à un sociologue qui disait que ces concepts de développement, c'est fait de telle sorte que, bon,
au fil du temps, quand les pays africains ont tendance à s'approcher de ces indicateurs-là pour dire, voilà, bon, moi je vais travailler de façon à atteindre ce niveau, au fur et à mesure qu'ils s'approchent de ces indicateurs-là, on les change. On les déplace. On les déplace, donc voilà. On met la barre un peu plus haute. Voilà, on met la barre un peu plus haute. Donc finalement, c'est comme si on assistait à une course pour atteindre ces indicateurs-là, sans pour autant se soucier même du bien-être que cela reflète sur le terrain, sur la vie même de nos populations. Donc, bon, à ce niveau, je vais dire que, je vais dire qu'on ne doit pas vraiment se soucier d'atteindre ce niveau des indicateurs-là. Mais bon, pour ce qui est de votre question, est-ce que cela est possible? Bon, en fait, c'est possible, mais c'est un projet de longue haleine. Il faut que, bon, nous rentrons vraiment dans notre laboratoire pour définir vraiment les éléments qui rentrent dans le cadre du bien-être de nos populations. Il faut que, bon, au niveau de l'aspect culturel, on doit vraiment définir des éléments. Au niveau de l'éducation, on doit définir des éléments. Au niveau de la santé, on doit définir des éléments. Bon, que nous-mêmes, nous comptons embrasser pour mesurer notre développement, au lieu de se fier seulement à ces éléments qui nous ont été imposés. Mais donc, il nous faut cependant, il doit y avoir un laboratoire. Nos chercheurs doivent vraiment se pencher sur ça, comme Felwine l'a dit. Donc, toutes nos pensées doivent vraiment, nos recherches doivent vraiment se focaliser sur ça. Mais et pour ces recherches-là, moi, je vois, il faut voir les sociologues, les psychologues, bon, et les hommes de culture. Bon, en fait, et au niveau du plan social, bon, c'est trois catégories de personnes, ces catégories de gens qui ont ces connaissances dans ce domaine-là, doivent vraiment, bon, se réunir et puis, bon, trouver comment on appelle ça, et arrêter un agenda, si je puisse m'exprimer ainsi, bon, à partir duquel qui peut, voilà, je dirais même un référentiel. Voilà, ils doivent vraiment arrêter un référentiel, bon, à partir duquel on peut se référer pour comment dirais-je, pour incorporer ça dans les indicateurs qui définissent le développement économique, socio-économique de notre pays. C'est un travail de longue haleine. C'est un travail de longue haleine. Oui. Et une question qui me survole en tête tout à l'heure est celle-ci. Est-ce que la diversité de l'Afrique, parce que l'Afrique n'est pas une. Vous regardez le nord, vous regardez le sud, vous regardez le centre, l'ouest, l'est, vous trouvez qu'il y a une diversité qui est très, très, qui est patente, n'est-ce pas? Pluriethnique, culturelle. Ça donne, c'est en même temps la richesse, nous connaissons, mais en même temps, je pense que ça rend la tâche difficile. Comment nous pouvons nous en sortir avec toute cette diversité, arriver à créer une Afrique dont Felwine rêve? Oui. Bon, merci d'avoir évoqué cette partie. En fait, l'Europe même était multiculturelle, mais ça ne leur a pas empêché de mettre en place un système auquel, bon, la plupart, toutes les couches y croient. Mais bon, en fait, quand on prend l'exemple de chaque pays, on va voir qu'il y a une communauté qui est émergente. Il y a une deuxième, et les gens, et en fait, même il faut voir, si on se réfère par exemple à nos capitales, bon, on va trouver qu'il y a, ou du moins nos grandes villes, on va trouver qu'il y a une couche ethnique qui est dominante. Et tous ceux qui y vont ont tendance à apprendre la langue de ce groupe ethnique. Bon, est-ce que vous voyez, si je prends l'exemple du Mali qui a plusieurs langues, bon, tous ceux qui sont dans les grandes villes comme Bamako et autres ont tendance à épouser ou du moins à apprendre la langue bambara.
Bon, du côté du Sénégal, c'est le Wolof. Du côté du Burkina Faso, c'est le Moré. Bon, du côté de... Bon, si je parle même un peu vers l'Afrique australe, ou du moins l'Afrique de l'Est, le Kenya, c'est le Swahili. Bon, donc, on peut trouver des références. On peut trouver des références et puis, bon, à partir de ça, faire de telle sorte que les gens, quand même, puissent, pas les obliger à assimiler, mais on peut créer un référentiel à partir de ça. Et bon, et je pense qu'à partir de là, on peut mettre en place un système auquel nos populations même vont y croire. La tâche est difficile. C'est pas du tout facile. Non, c'est pas du tout facile. Il faut le sentir déjà. Oui, voilà, c'est pas du tout facile. À moins qu'on ne crée une autre langue ou une culture hybride qui n'appartient ni à aucun groupe, qui n'appartient à aucun groupe ethnique. Ou alors on laisse un génie créer les choses et que les autres vont suivre. Oui, mais il faut des acteurs, il faut des gens pour le faire. C'est ça. Voilà. Et comme lui, il a pris le bâton de leader, je crois qu'il peut avancer et les autres peuvent le suivre. Oui. Bon, à moins que, comme autre alternative aussi, bon, à moins qu'on ne crée une langue hybride. Qui n'appartient à aucun groupe ethnique. C'est ça. Et maintenant, bon, et tout le monde va apprendre cette langue et essayer de faire une synthèse entre, voir dans les différentes cultures quels sont les éléments de similarité. Dans les différentes cultures, c'est qu'il y a des éléments de similarité. On peut les regrouper ensemble, comme un cahier de charges. Et bon, à partir de là, bon, peut-être on peut essayer d'enseigner ça à nos enfants dans les écoles. Bon, c'est une alternative. C'est un travail qui est très difficile, mais c'est faisable. C'est faisable. Et ça dépend aussi. Et il faut qu'il y ait cette volonté politique-là, bon, pour que aussi les choses puissent avancer. Parce que chaque fois qu'on avance des idées, bon, on se rend compte qu'au niveau même, comment on appelle là, au niveau de la politique, bon, c'est un frein. Bon, est-ce que vous voyez? Mais bon, ça n'empêche quand même, il y a des gens qui proposent, et qui, chaque fois, bon, rappellent nos autorités sur ces faits-là. Je pense que, bon, ça peut faire bouger les lignes. Donc, ce que vous voulez dire est que les penseurs doivent penser, mais ils doivent être aussi soutenus par une action politique. Sans cela, il sera difficile de réaliser ces projets. Parce que c'est un projet de longue haleine et très difficile à accomplir. Parce que l'histoire a fait de sorte que, en sorte que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Et nous débarrasser, ce n'est pas du tout facile. Ça demande un peu l'abnégation. OK. Donc, Felwine a vraiment fait une critique sans complaisance de tous les concepts qui nous sont imposés aujourd'hui. On a parlé de développement, on a parlé d'émergence, et vous avez bien dit que un sociologue a dit chaque fois qu'un pays africain s'approche des indications qu'on a données, on élève la barre. Donc c'est comme si nous sommes, en tant qu'Africains, à la poursuite des vents. On ne sait pas atteindre et ça décourage. Et de cette façon-là, il faut nous créer notre propre chemin. Mais Felwine a parlé aussi de sous-développement, c'est-à-dire ces concepts nous ont sous-développés en d'autres termes. Bon, parce qu'en principe, notre préoccupation, c'est l'atteinte de ces indicateurs. Bon, alors que, comme je l'ai dit, au fur et à mesure qu'on s'approche de ces indicateurs, ils sont déplacés. Donc, ça nous laisse dans une perpétuelle course, tout en oubliant même, de regarder si ce que nous sommes en train de faire, ça produit un bien-être même pour nos populations. Et ça décourage. Et ça décourage. Nous sommes toujours les derniers de la classe. Voilà. Donc, c'est là où le problème se pose. Il faut que nous-mêmes, nous essayons de... Bon, nous prenons on peut prendre ces indicateurs, leur donner une nouvelle orientation. Et bon, et comme il a même mentionné dans son livre,
pour ce qui est du développement du bien-être socio-économique, il n'y a pas de course contre quelqu'un. Bon, il faut que nous-mêmes, nous sachions nous arrêter à un certain moment, faire un bilan, voir le progrès qu'on a réalisé en fonction de nos propres réalités, et puis maintenant, bon, faire des réajustements et puis progresser. Tout système doit être dynamique, ça ne peut pas être statique. Est-ce que vous voyez? Tout système doit être dynamique. À un certain moment, vous voyez, bon, si le système nous a permis d'atteindre un certain progrès, bon, voici un progrès. Et quelles sont les insuffisances? Comment faire pour y remédier? Et c'est tout ça qui fait partie du dynamisme de ce système. Donc, on doit essayer de réorienter ces concepts-là. Réorienter en fonction de nos réalités. Pas faire la course avec les pays déjà dits développés. Et moi, je me demande, qu'est-ce qui manque aux Africains de faire cette réorientation en ce moment? Parce que si nous prenons le cas de la Chine, si nous prenons le cas du Japon et d'autres pays encore, vous trouverez que tous nous sommes nous avons été dans le même contexte où l'Occident nous a dominés d'une manière ou d'une autre, nous a colonisés et nous a imposé des catégories de voir le monde, ce que lui il appelle la cosmogonie, n'est-ce pas? Bon, nous avons été imposés toutes ces catégories-là, mais aujourd'hui l'Afrique ne peut pas se comparer à la Chine par exemple, ou l'Afrique ne peut pas se comparer au Japon. Maintenant, moi je me pose la question, qu'est-ce qui nous manque? Merci. Qu'est-ce qui nous manque, nous, en tant qu'Africains? Merci. Bon, vous savez, dans tout système, dans tout processus de développement, il y a des acteurs. Est-ce que vous voyez? Il y a des gens il y a des leaders, il y a des gens qui doivent enclencher le processus. Mais ce processus vient avec un sacrifice. Il faut accepter, consentir ce sacrifice-là. Et puis le profit, le bénéfice de ce sacrifice-là ne vient pas du jour au lendemain. On peut commencer, n'est pas achevé et ne même pas voir le profit. Et d'autres personnes vont venir et prendre la marche là où nous nous sommes arrêtés et puis continuer. Et donc il faut des gens pour déclencher, pour mettre le processus en marche, même s'ils ne vont pas voir le fruit, même s'ils ne vont pas bénéficier eux-mêmes du fruit. Il faut que le système continue. Voilà, jusqu'à ce que la génération future puisse bénéficier de ce fruit-là. Bon, c'est ce qui a été le cas même dans les pays dits développés, que ce soit l'Amérique, l'Europe. Il y a eu des gens qui se sont sacrifiés et une génération en a profité et puis continue en même temps avec le même rythme. Donc, vous voulez nous dire que c'est ce qui manque en Afrique. C'est ce qui manque en Afrique. Donc, le sacrifice. C'est ce sacrifice-là. Bon, donc, ce manque de sacrifice fait qu'on s'en tient seulement au court terme. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir le profit rapidement? Voilà, rapidement. Bon, on ne se soucie pas du long terme. Bon, c'est ça aussi le problème de l'Afrique. Maintenant, comment faire pour corriger ce comportement-là? Bon, c'est là où tout se repose. Et moi, je pense que l'éducation peut aider beaucoup à corriger cela. Si on peut instaurer une certaine éducation, non seulement en famille, mais aussi à l'école. À l'école, oui. Pour que les gens commencent à voir un peu loin, faire un projet de 10 ans, 20 ans, 50 ans, pourquoi pas, comme font les autres. Et à ce moment-là, nous pouvons un peu nous débarrasser, du moins nous pouvons corriger cette erreur du passé. Donc, je voudrais tout simplement revenir sur ce que vous avez dit, que le projet est difficile, mais ça demande un effort considérable accompagné de sacrifices. Si nous nous engageons sur ce chemin-là, nous sommes capables. Donc ici, je pense qu'il n'est pas nécessairement de nager contre le courant, mais il faut aller dans le sens de la rivière, mais avec de nouvelles orientations. Et à ce moment-là, nous allons aussi parvenir ou arriver au bout de notre tunnel. Tout à fait.
une autre idée ou tu peux ajouter une autre idée avant qu'on pense à autre chose? Non, bon, en fait, bon, c'est comme vous l'avez déjà dit, hein, bon, on peut embrasser ces concepts et, bon, et puis en fonction de ça, donner une nouvelle orientation à ces concepts-là, de telle sorte que ça puisse refléter nos réalités et bon, pour qu'on puisse avancer. Parce qu'il y a l'individu en tant que tel, nous avons une certaine psychologie qui est complètement différente de celle des Occidentaux. L'Afrique a sa propre psychologie. Et tout mécanisme, tout système, tout processus que l'on embrasse, il faut que ça reflète cette psychologie-là de telle sorte qu'on puisse avancer. Si il n'y a pas de reflet, bon, ça veut dire que les gens ne vont pas y adhérer, bon, et nous connaîtrons beaucoup d'obstacles en cours de route. C'est ce que je voulais ajouter. Là, c'est bon. Ouais. Mais nous disions, dans notre première partie de cette émission, nous disions que Felwine a fait vraiment un travail de haute facture en écrivant ses livres, parce qu'il a fait une critique sans complaisance, mais il ne s'était pas arrêté là, parce qu'il a donné aussi des propositions, ce que nous avons appelé une feuille de route. Il a donné une feuille de route, et dans cette feuille de route, il a donné une proposition de la modernité. Il a même parlé de la question de l'économie, et ainsi de suite. Bon, si nous revenons à la modernité, il dit que l'Afrique doit créer sa propre modernité, parce que la modernité occidentale a échoué. Comment? C'est un projet, selon lui, un projet inachevé. Inachevé parce que la modernité a cherché à imposer la raison comme étant la base de toute organisation sociale, et aussi cette modernité a voulu affirmer l'humanité, qui est le sujet. Affirmer l'humanité. Donc, l'homme a voulu se soustraire de Dieu comme source de légitimité. Donc, il faut que sa raison travaille. C'est ce qu'il a dit. Et il dit, à cause de cela, cette modernité, philosophiquement, ne convient pas avec l'Africain. Il faut qu'on cherche à combler ces projets inachevés. Voilà ce qu'il a dit à ce niveau. Qu'en penses-tu? Oui, bon, en fait, c'est projet inachevé. Pourquoi c'est inachevé? Bon, parce que c'est comme, bon, je l'ai dit et je le répète, c'est un mécanisme, un processus, ou un système, en fait, pour être plus précis, qui ne reflète pas nos réalités socio-culturelles. Bon, voilà pourquoi, bon, le projet est inachevé. Bon, on a mis en place des institutions, bon, des institutions gouvernementales, des institutions démocratiques, bon, enfin, qui viennent de l'Occident. Bon, c'est en fait ce que l'Occident nous a proposé, on a embrassé. Bon, ou bien je peux dire même que ils nous ont imposé ça. Bon, parce qu'ils ont occupé nos États pendant un bon bout de temps, jusqu'à ce que nous ayons l'indépendance. Mais en fait, ils ont formé des gens pour prendre la relève. Donc, en fait, c'est comme s'ils nous ont imposé. Bon, le système est là, mais qu'en est-il du fonctionnement? Le fonctionnement n'est pas, bon, celui dont on attend. Donc, est-ce que vous voyez? Donc, ça veut dire que tout ça, ça reflète pas, ça a été du copier-coller, ça ne reflète pas les réalités africaines. Les réalités africaines. Et tout au long de son contre la marée, penser l'Afrique, il a dit que, bon, il faut vraiment que, bon, parce que nous, on n'a pas été parti pris de l'élaboration même de ces systèmes-là. Est-ce que vous voyez? C'est comme si on vous transpose un système, et puis voilà, après quand on quitte, on dit voilà, il faut gérer, mais gérer ça de cette façon. Est-ce que vous voyez? Donc c'est à ce niveau-là, bon, je dis il faut donner une nouvelle orientation à ces institutions-là. Bon, il a pris
l'exemple du Japon. Le Japon a embrassé l'Occident, a embrassé le système occidental, mais tout en gardant l'essentiel même de sa culture. Et c'est ça qui leur a permis d'arriver là où ils sont, de quand même générer le bien-être social pour leur population. Et c'est ce qui a manqué à l'Afrique. À l'Afrique. Voilà, on n'a pas su garder ces éléments culturels-là qui puissent nous permettre de maintenir le système et de le faire fonctionner correctement. Ok. Oui. Ça, nous voyons que c'est un projet à long terme qui demande de l'effort et des sacrifices. Mais si nous revenons maintenant à la vie pratique aujourd'hui, est-ce que vous ne voyez pas que ce discours peut donner un alibi aux dirigeants africains de se dérober de leurs responsabilités et dire, en matière de développement évidemment, de dire non, vous voyez, nous ne savons pas faire le développement parce que le costume qui nous est donné n'est pas taillé sur notre mesure. Donc il est difficile d'être confortable dans ces costumes. Il faut qu'on cherche et ainsi la population va continuer à souffrir. Vous ne voyez pas cela et qui peuvent s'approprier de ces discours et se dérober de leurs responsabilités. En fait, c'est un manque de volonté politique qui est là. S'il y avait quand même cette volonté, on sait que la tâche est complexe, mais il fallait commencer par quelque part. Il fallait prendre le bout quelque part et puis maintenant commencer avec ça. Et comme on l'a dit, toujours l'éducation est un maillon important même de ce processus. Et donc, il faut que les curriculums qui nous ont été imposés dans nos systèmes scolaires et universitaires soient revus et adaptés à nos réalités. C'est de là-bas que tout va partir. Est-ce que vous voyez? Donc, si on n'arrive pas à réajuster ce cursus scolaire et universitaire de telle sorte à l'adapter à nos réalités, nous allons toujours nager à vue. Et je pense que, autre élément, ça c'est, comment on appelle ça? Ça relève de la volonté politique, la volonté de nos autorités politiques. Et toujours, je l'ai dit, c'est à ce niveau où on trouve le blocage. Mais si parallèlement il y a de bonnes volontés qui peuvent mettre en place une ONG qui puisse prendre la relève de choses, comment on appelle ça, les cours, comment on appelle ça, les cours d'appui. Les cours d'appui dans le système scolaire et universitaire. C'est ça. Je pense que ça peut aussi aider à changer le cours des choses. Ici, il y a une ONG, par exemple, qu'on appelle Big Brothers, Big Sisters. Yes. En fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont ces programmes-là qu'ils essaient d'appuyer les élèves qui n'arrivent pas à avancer dans le système. Et parallèlement à cela, on leur donne une certaine éducation, comment on appelle ça? Donner une certaine confiance en eux-mêmes. Est-ce que vous voyez? Confiance en eux-mêmes, qui sont capables de faire quelque chose, qui sont capables d'avancer dans ce qu'ils font. Est-ce que vous voyez? Donc, ça dit, en Afrique, il faut qu'on essaie de trouver un mécanisme pour donner confiance en nous-mêmes. Est-ce que cette confiance en nous-mêmes va nous permettre de dire, voilà, nous sommes capables de faire un truc même mieux que ce que les Occidentaux ont imposé. Et c'est cette confiance en soi-là qui manque aussi à l'Africain. Donc, il y a ce manque de confiance en soi, ce manque de volonté de se sacrifier, de faire un sacrifice pour le long terme. Et c'est à ce niveau vraiment qu'on doit... Le problème se trouve réside. Voilà, qu'on doit tirer la ficelle, quoi. Merci. Nous disons merci à nos auditeurs qui nous écoutent en ce moment. Nous vous rappelons que nous sommes en train de parler du livre Afrotopia de l'auteur Felwine Sarr, un penseur sénégalais qui nous propose un projet
pour l'Afrique. Si vous avez la chance de tomber dessus, il faut le lire. C'est un livre écrit avec un style philosophique, mais quand même abordable. Vous pouvez le pénétrer et le comprendre. Donc, nous disons que ce projet est faisable parce que l'Afrique est riche dans sa tradition. Vous savez que le développement, ce n'est pas tout simplement une question matérielle. Et Felwine l'a dit aussi. Mais il faut aussi penser, à la philosophie même. Et je pense, nous pensons tous que l'Afrique est riche en philosophie, où nous pouvons tirer des idées, des éléments pour créer une nouvelle Afrique, ou une nouvelle Afrique, et même créer notre propre modernité. Donc, nous tendons vers la fin de cette émission et nous disons merci à notre frère Diawara qui nous a mis en direct sur Facebook et à Malik qui nous a mis en onde dans cette émission. Nous disons grand merci et nous espérons vous revoir encore très nombreux prochainement pour suivre d'autres émissions Afrique et développement où nous discutons et analysons les idées. Vous savez que l'Afrique est confrontée à un sérieux problème de développement et il y a des idées qui viennent de partout pour essayer de voir comment cette Afrique peut être poussée dans le processus de développement pour que sa population soit aussi, vive aussi confortablement comme les populations d'ailleurs. Donc, si vous avez des idées, n'hésitez pas. Ou si vous avez un livre que vous voulez que nous discutions les idées issues dans cette émission, vous êtes toujours les bienvenus. Amenez-les et nous allons les discuter. Merci beaucoup et au revoir à la prochaine. Merci.